Salut tout le monde. Ce soir, nous partons pour une Rome différente. Pas celle des toges blanches, des discours inspirants ou des grandes victoires militaires. Non. Ce soir, vous êtes dans la peau de quelqu'un d'un peu plus remplaçable. Vous avez environ 18 ans, ou 40 ou 12. En fait, votre âge exact dépend surtout de ce que le marchand a cru bon d'inscrire sur votre étiquette. Vous vous tenez debout sur une estrade en bois, au milieu du forum romain, nu comme au premier jour, enduit d'huile pour mettre en valeur les muscles, dit-on, pendant qu'un homme moustachu crie votre prix en s'adressant à une foule aussi curieuse que distraite. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et pendant que vous êtes là, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez, et surtout, quelle heure est-il chez vous? Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Le marché aux esclaves, c'est un peu comme un supermarché, sauf que les produits crient, pleurent et parfois vomissent de stress. Vous êtes l'un de ces produits, affiché comme un bon vin, jeune, souple, sans vices apparents, apte aux travaux lourds ou aux caprices domestiques. On vous fait tourner pour qu'on observe votre dos, vos dents aussi. Et si vous avez un accent qui fleure trop bon la province, on vous colle une pancarte autour du cou, une fiche technique si l'on veut. On est à Rome, au cœur de l'Empire, et les esclaves sont partout. Ils sont la plomberie humaine qui fait couler l'eau chaude dans les villas et maintenir le vin au frais. On les achète dans des lieux spécialisés, souvent sous le portique de l'Argiletum ou dans la zone du forum Boarium. Il y a les bonnes affaires, les esclaves de guerre ramenés en vrac de campagne militaire, vendus en lot. Et puis il y a vous, exposé comme un fruit rare, parce que vous savez lire, ou faire du pain, ou jouer de la lyre sans casser les oreilles. Les historiens se disputent encore pour savoir si les Romains considéraient tous leurs esclaves comme des meubles animés ou s'ils reconnaissaient parfois leur humanité. Un débat vieux comme Sénèque et presque aussi soporifique que ce discours. Mais revenons à votre posture. Les bras légèrement tendus, la mâchoire crispée, le regard flou. Un homme riche s'approche. Il vous ausculte, pince votre épaule, demande si vous avez eu des fièvres récemment. Vous êtes tenté de répondre seulement quand je suis vendu à moitié nu au milieu d'un marché, mais vous hochez la tête en silence. Il vous soulève presque du sol, tapote vos côtes, un peu comme on vérifie la maturité d'un melon. Il renifle votre haleine. Charmant. Et puis, sans autre forme de procès, vous êtes acheté. Pas de petite cloche, pas de reçu. On vous attache une corde au poignet et on vous fait descendre de l'estrade, direction la maison de votre nouveau propriétaire. Il s'appelle peut-être Flavius ou Cornelia, ou Gnaeus. Ce que vous savez, c'est qu'il a une villa, des sandales chères et un ton de voix qui transforme les gens en statues. Sur le trajet, vous remarquez un autre esclave, plus jeune, qui pleure en silence. Il a les cheveux rasés en couronne et une plaie à la cheville. Il trébuche, son maître le frappe avec une branche de figuier. La scène se répète tous les jours, à Rome. C'est presque une routine. Une anecdote marginale circule parmi les marchands. Un jour, un noble a accidentellement acheté son propre fils, capturé par des pirates et vendu sur ce même marché. Le fils aurait dit, très calmement, « Je ne fais pas la vaisselle ». On n'a jamais su s'il plaisantait, mais pour vous, il n'y a pas de retour en arrière. Votre nom, s'il a été prononcé, ne compte plus. Vous appartenez désormais à une domus, à une cuisine, à un lit qu'on vous interdira d'utiliser. Vous êtes la propriété d'un autre être humain, comme un vase, mais avec des jambes. Et des cauchemars. Vous commencez peut-être à remarquer cette douce ironie romaine. On pouvait acheter un philosophe grec comme on achète un coussin. Et parfois, il devait réciter Platon pendant que son maître digérait. Avant de terminer cette première section, imaginez ce moment précis. Vous êtes dans une ruelle romaine.
attaché à une chaîne de fortune, à mi-chemin entre l'estrade et l'inconnu. Il y a l'odeur du poisson, du pain chaud et du cuir. Le soleil tape. Votre nouvelle vie commence. Vous n'avez même pas eu droit à un sac de bienvenue. On vous tire par la corde, pas trop fort, mais assez pour bien faire passer le message. Vous ne vous appartenez plus. Le trajet jusqu'à la maison de votre nouveau maître dure ce qui semble être un demi-siècle. Vos pieds crissent contre les pierres irrégulières, vos yeux croisent d'autres esclaves, certains avec un regard absent, d'autres qui détournent le leur. C'est un peu comme si vous étiez le nouveau poisson dans un aquarium où tout le monde sait déjà qui mange qui. Arrivé à la villa, vous êtes accueilli par un esclave plus âgé, aux cheveux grisonnants, probablement affranchi, mais encore assez servile pour faire des courbettes. Il vous jauge d'un œil expert, note votre tenue, ou l'absence de, et vous conduit dans une pièce étroite à l'arrière de la maison. On ne vous parle pas. Pas encore. On attend que votre maître daigne vous introduire. Finalement, il entre. Ce cher Lucius, votre nouveau propriétaire. Il sent la lavande et la domination. Il vous observe comme on observe une amphore récemment livrée. Et sans même un bonjour, il dit « Toi, tu t'appelleras Tegula. Tegula. Tu as été renommé Tuile. Sans raison. Peut-être a-t-il aperçu le toit en entrant, ou peut-être trouve-t-il ça drôle. Les Romains ont ce sens de l'humour qui consiste à vous donner des noms d'objets du quotidien. Certains s'appellent Cuculus, Capuche, Mus, Souris ou même Spongia, éponge. Rassurant. On vous donne une tunique, râpeuse et rêche, et un collier en métal dans certains cas, avec une inscription gravée du type « Je suis la propriété de Marcus. Si je me perds, ramenez-moi au numéro 23 via Appia. » Un peu comme une étiquette pour chien, mais sans les croquettes. Très vite, votre statut se précise. Vous n'êtes pas de ceux qui travaillent au champ, servis rustici, ceux-là vivent et meurent sur un domaine rural, parfois sans jamais mettre les pieds à Rome. Non, vous êtes un servus domesticus, un esclave de maison, ce qui signifie que vous êtes en permanence sous les yeux de vos maîtres, donc dans le viseur de leurs humeurs. Les tâches, multiples et modulables. Un jour, on vous demande de balayer la cour. Le lendemain, de chanter pour endormir un enfant qui vous mord le doigt quand il s'ennuie. Certains jours, vous restez planté derrière une chaise pendant 3 heures, au cas où quelqu'un ait envie de poser un manteau. Oui, vous êtes littéralement un porte-manteau humain. Les historiens se disputent encore pour savoir si certains esclaves de maison développaient des formes de liens affectifs avec leur maître, par syndrome de Stockholm ou simplement par stratégie de survie. Certains textes laissent entendre que des esclaves fidèles étaient aimés. Mais aimer dans ce contexte, c'est un peu comme préférer une cruche fissurée parce qu'elle fuit joliment. Une anecdote bizarre. Un esclave personnel, surnommé Zoilus, aurait appris à imiter la voix de son maître à la perfection. Ce dernier s'en amusait tant qu'il l'utilisait pour dicter des lettres officielles à sa place. Un jour, Zoilus aurait signé un décret de sa propre main. Il a disparu peu après. Disons que personne n'a organisé de fête de départ. Mais revenons à vous. La première nuit, vous dormez roulé en boule dans une sorte de niche sous l'escalier. On vous a autorisé un coussin. Si on peut appeler ça un coussin. On dirait plutôt une brique fatiguée recouverte de tissu. Vous avez froid, mal au dos, et une souris vous regarde fixement depuis un recoin. Elle est peut-être plus libre que vous. Le lendemain, vous êtes réveillé par le claquement sec d'un fouet. Pas pour vous, cette fois, juste pour signaler que la journée commence. On vous fait réciter le nom des membres de la maisonnée, du chien au cousin par alliance. Ensuite, vous apprenez à servir le vin dans une coupe sans trembler. Spoiler, vous tremblez quand même. Votre maître vous observe souvent sans rien dire. C'est comme s'il attendait de voir s'il avait fait un bon achat. À chaque erreur, même minime, son sourcil se hausse légèrement. C'est le baromètre de votre avenir. Les enfants de la maison, eux, se permettent tout. Une fois,
L'un d'eux vous lance une figue en pleine figure en criant « Attrape !» avant de s'énerver que vous l'ayez laissé tomber. Vous ramassez la figue. Et la dignité avec. Il y a aussi cette habitude bizarre des maîtres de prêter leurs esclaves. Oui, comme on prête un livre ou un chien. On vous envoie chez la sœur du maître pour une semaine, juste pour l'aider à s'organiser. Et si elle décide de vous garder, eh bien, vous avez déménagé, sans valise. Votre vie, désormais, est un enchaînement de petites humiliations polies, comme mettre des sandales à un enfant de 10 ans qui vous tape en chantant. Ce n'est pas qu'on vous torture. Non, on vous érode. Un peu chaque jour. Et tout ça, c'est sans compter les regards. Pas les regards de haine, ceux d'indifférence. Comme si vous étiez un tabouret qui a le bon goût de respirer discrètement. Alors vous vous accrochez à ce que vous pouvez. Un sourire échangé avec un autre esclave. Un moment volé à regarder les étoiles depuis le jardin intérieur. Une chanson fredonnée mentalement pendant que vous lavez des pieds. Vous êtes une présence silencieuse, une ombre qui apprend à s'adapter à la lumière des autres. Et ce n'est que le début. Vous êtes réveillé avant l'aube, non pas par le chant des oiseaux, mais par un raclement insistant de seaux en bronze contre le sol. Un autre esclave, visiblement plus matinal que vous tend une brosse, un seau d'eau vaguement tiède et une consigne simple. Le sol doit briller avant le lever du soleil. Et ce n'est pas une métaphore. Briller, littéralement. On nettoie ici à l'ancienne, mélange de cendres, d'eau et parfois, oui, d'urine. Les Romains ont une passion étrange pour les fluides corporels recyclés. Ils considèrent l'urine comme un excellent dégraissant, surtout pour les mosaïques. Vous frottez donc avec un chiffon ruisselant d'ammoniac naturel en essayant de ne pas éternuer ou vomir. Les tâches ingrates sont votre pain quotidien, sauf que vous ne mangez pas encore de pain. Ça viendra si vous terminez la liste du jour. On vous fait polir les lampes à huile avec de la laine râpée, nettoyer les plinthes, brosser les sandales du maître avec une minutie de chirurgien. Et oui, il a beaucoup de sandales. Pour quelqu'un qui sort rarement, les historiens se disputent encore pour savoir si ces routines imposées étaient pensées pour briser la volonté de l'esclave ou juste pour maintenir une illusion de grandeur domestique. Peut-être un peu des deux. Peut-être que les riches Romains avaient besoin d'un certain degré d'obséquiosité pour digérer leur petit déjeuner. Mais revenons à vous. Quand vous avez terminé le couloir, on vous demande d'allumer le feu dans l'hypocauste, ce système de chauffage par le sol dont tout le monde raffole, sauf ceux qui doivent s'en occuper. C'est vous, bien sûr. Il faut ramper sous le plancher de la maison pour atteindre les conduits. Un espace où même un rat se cognerait la tête. Il fait chaud, noir, ça sent le charbon et la cendre froide. Et si vous toussez trop, on vous dit que vous le faites exprès. En parlant de cendre, une anecdote vous revient. Un esclave avait oublié de vider les braises sous le triclinium avant un dîner. Résultat, les invités se sont plaints de la fumée. L'esclave en question a passé une semaine enfermé dans les latrines pour méditer sur la ventilation. Drôle de stage. Vous, pour l'instant, vous tenez bon. Vous portez l'eau, vous lavez les pieds, vous courez chercher une tunique oubliée dans une autre aile de la maison. Le pire, ce sont les ordres contradictoires. Cornelia vous dit de ne pas laver les coupes, car elle les aime vieillies, puis Marcus vous ordonne de les faire briller pour les invités du soir. Vous faites les deux. Vous serez donc réprimandé pour au moins une des deux décisions. Et puis il y a les tâches vraiment spéciales. Tenir la torche pendant que le maître lit au lit, empêcher le chat de monter sur le coussin du chien, ou suivre la matrone de la maison pendant ses courses et mémoriser le nom de chaque vendeur de figues. Parce que, évidemment, on ne note rien. Vous êtes le calepin. Vous êtes aussi le maître, la balance, la calculatrice et parfois la télécommande humaine. On vous utilise même pour distraire les enfants. Chante une chanson de chez toi, disent-ils. Vous fredonnez une vieille comptine de votre région d'origine et il rit. Pas parce qu'elle est drôle, parce que votre accent est amusant. Les journées s'étirent ainsi.
Il y a ce moment de flottement, après le déjeuner des maîtres, où vous pourriez, peut-être, vous asseoir 2 minutes dans le coin d'un couloir. Mais attention, on pourrait vous surprendre à paresser. Et là, ce serait une tape derrière la tête, voire une corvée supplémentaire pour compenser l'inertie. Le soir, la maison se calme. Vous nettoyez les plats, vous jetez les reliefs, vous aidez à étendre les vêtements lavés à la main. Vous avez l'impression de vivre à rebours. Quand le monde s'endort, vous terminez votre to-do list, et elle est longue. Les Romains ont inventé 1000 manières de faire aux autres ce qu'ils n'avaient pas envie de faire eux-mêmes. Et devinez quoi? Ils ont réussi. C'est un système huilé à la sueur des autres. À votre sueur, pour être précis. Et si jamais vous osez protester, même avec les yeux, on vous rappelle poliment que votre sort pourrait être bien pire. Au moins tu n'es pas dans les mines, vous dit-on, comme si c'était une promotion. Les historiens ont longtemps débattu de la façon dont les esclaves percevaient leur propre vie. Certains pensent qu'ils trouvaient du réconfort dans la routine, d'autres parlent de résignation déguisée en loyauté. Ce qu'on sait, c'est qu'il fallait une force mentale incroyable pour garder son calme quand tout, absolument tout, vous était imposé. Vers la fin de la journée, vos mains sont noircies, vos jambes tremblent et votre estomac gargouille. On vous jette un morceau de pain et quelques olives. Vous remerciez d'un hochement de tête, parce que même la gratitude vous est devenue automatique. Et puis vous riez intérieurement, pas parce que la situation est drôle, mais parce que vous vous rappelez que, dans une autre vie, vous rêviez d'être poète. Eh bien, voilà, vous êtes devenu une poésie ambulante, une ode à la résignation. Vous pensiez peut-être que la nuit allait vous offrir un peu de répit. Que nenni. La nuit, pour un esclave domestique romain, c'est juste une autre forme d'éveil, un sommeil en sursis, suspendu à la prochaine clochette, au prochain appel, au prochain caprice. Votre couchage, il serait flatteur de l'appeler lit. Il s'agit plutôt d'un recoin sous un escalier, derrière les amphores de vin, ou parfois carrément à même le sol, dans un couloir qu'on traverse encore après le couvre-feu. On vous a donné une couverture, fine comme une feuille de chou fané, et un coussin vaguement rembourré de paille et de regrets. La température baisse vite dans les villas, surtout l'hiver. Et comme vous n'avez pas de feu personnel, luxe réservé aux maîtres et à leurs chats, semble-t-il, vous dormez recroquevillé. Une position que les Romains appelaient peut-être la posture du balai oublié. La rumeur veut que certains maîtres exigeaient que leurs esclaves dorment debout dans le vestibule, comme des statues de chair prêtes à servir à tout moment. Difficile de savoir si c'était courant, mais bon, vous avez vu passer des ordres plus absurdes et moins fatigants. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines grandes maisons fournissaient des pièces communes aux esclaves, façon dortoir collectif. Des fouilles archéologiques ont révélé des pièces étroites avec des alcôves, mais rien n'indique que l'on y dormait confortablement. Cela dit, au moins, on pouvait y partager les punaises. Mais chez Lucius, votre maître, c'est chacun pour soi. Vous êtes censé rester silencieux, ne pas déranger les autres domestiques et surtout être prêt à bondir. La matrone pourrait avoir besoin d'eau chaude, ou d'un éventail, ou d'un troisième coussin sous le coude. Un soir, alors que vous vous étiez enfin assoupi, rêve très intense de fuir Rome à dos d'autruche, une petite clochette tintera. Elle ne vous réveille pas tout de suite, mais le tintement devient insistant. Vous ouvrez les yeux, en alerte. On vous appelle. Vous arrivez, pieds nus, en trébuchant sur une sandale oubliée. La matrone a soif. Pas n'importe quelle soif. Elle veut l'eau du puits du fond, celle qui a meilleur goût, et que vous devez puiser à la main, dans l'obscurité, avec pour seule lumière une lampe qui vacille comme votre foi en l'humanité. De retour, l'eau n'est pas assez fraîche. Elle grogne, se retourne dans son lit, et vous dit de rester dans le coin, au cas où. Vous attendez donc, dans le silence.
45 minutes plus tard, elle dort profondément. Vous repartez, en prenant soin de ne pas éternuer. Le dernier qui a éternué près de la chambre a passé 3 jours à frotter les dalles du jardin. Et même quand personne ne vous appelle, vous ne dormez jamais tout à fait. Vos oreilles restent en alerte, vos muscles crispés. C'est une vigilance de survie, développée au fil des jours. Chaque craquement de meubles devient suspect, chaque bâillement suspecté de cacher un ordre. Parfois, pour tenir le coup, vous inventez des histoires, des mondes dans lesquels vous êtes libre, ou mieux encore, dans lesquels Lucius est votre domestique. Il nettoie vos sandales pendant que vous discutez poésie avec Sénèque. Vous vous endormez en souriant, juste assez longtemps pour rêver, avant d'être réveillé par un bruit de vase renversé. Par vous, en fait, avec votre coude. Le matin suivant, votre dos vous fait souffrir. Vous pensez à demander un peu de paille supplémentaire, mais l'autre esclave, un certain Gaius, visiblement vétéran du sommeil inconfortable, vous glisse en murmurant « Moins tu demandes, plus tu vis longtemps ». Une anecdote remonte à la surface. Un esclave aurait feint la surdité pendant 20 ans pour éviter les appels nocturnes. À sa mort, on aurait découvert qu'il savait jouer de la flûte, d'une oreille parfaite. On ne sait pas si c'est vrai, mais l'idée fait rêver. Il arrive aussi que l'on vous réveille pour des raisons absurdes. Une fois, la plus jeune des filles de la maison a voulu entendre une histoire gauloise, mais racontée comme un chant triste. Vous avez improvisé une sorte de mélopée sur un sanglier amoureux d'un chêne. Elle s'est endormie en souriant. Vous avez terminé la nuit assis dans le couloir, incapable de retrouver le sommeil. Certains soirs, le silence pèse plus que la fatigue. Vous vous demandez si quelqu'un, quelque part, pense à vous, sait où vous êtes, ou se souvient de votre vrai nom. Mais vous chassez ces pensées. Elles te ne sont pas utiles. Mieux vaut penser au repas de demain, ou au jour, peut-être lointain, où vous serez trop vieux pour être utile. On ne sait pas trop ce qu'il advient des esclaves fatigués. Le maître en garde certains, les plus dociles. Les autres disparaissent. Et pourtant, malgré tout, vous tenez. Vous survivez, même si c'est avec 5 heures de sommeil en 3 portions de 20 minutes. Même si votre oreiller est un torchon roulé. Même si, dans vos rêves, vous vous réveillez encore au son de la clochette. Ce n'est pas vraiment dormir. C'est juste mettre la vie en pause, le temps de récupérer assez pour être utile à nouveau. Vous vous êtes peut-être déjà dit, à un moment, qu'aimer quelqu'un dans cette vie-là pouvait être un refuge, une sorte de consolation dans la routine abrutissante des corvées, des réveils en sursaut, des punitions aléatoires. Mais aimer, dans la Rome antique, quand on est esclave, ce n'est pas un droit. C'est un privilège précaire, accordé ou non par votre propriétaire. Vous avez remarqué quelqu'un. Elle ou il, les lois romaines ont un avis flou sur tout ça, s'appelle probablement quelque chose comme Dacia ou Primus ou Lupina. Elle travaille à la cuisine. Elle vous tend parfois une figue de côté. Parfois, vous vous frôlez la main près du four. Rien de grave, rien de dangereux. En théorie. Mais dans la pratique, c'est un problème. D'abord parce que les relations entre esclaves sont réglementées comme des horaires de bain public. Votre corps ne vous appartient pas, vos émotions non plus. Si vous faites un enfant, ce n'est pas votre enfant. C'est celui du dominus, par extension, un futur esclave de plus à inscrire dans l'inventaire. Les historiens se disputent encore pour savoir si certains maîtres favorisaient les unions entre esclaves par pur intérêt reproductif, ou s'il existait de véritables sentiments tolérés dans certaines maisons. Quelques lettres privées, découvertes dans des villas pompéiennes, laissent entendre que des couples ont vécu ensemble, parfois plusieurs années. Mais ils restaient toujours à la merci d'une séparation soudaine. Un jour, Dacia est transférée chez la cousine de votre maître, à Ostie. Vous n'êtes pas prévenu. Vous vous rendez comme d'habitude au cellier pour l'aider à porter les amphores et
elle n'est plus là. Une autre esclave, plus jeune, vous regarde d'un air vide et murmure. Elle est partie ce matin. Vous encaissez. Vous continuez votre journée comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, vous faites le deuil d'une chose que vous n'aviez jamais eue complètement. Un attachement clandestin, volé au cœur d'un système qui l'interdit. Une anecdote étrange revient parfois à votre esprit. Un esclave du nom de Cyrus aurait gravé un poème d'amour derrière un pilier de latrine publique. Personne ne l'a effacé. Peut-être par superstition, peut-être par discrétion. Peut-être que même les maîtres savaient qu'on ne détruit pas certaines douleurs. En parlant de douleur, il faut aussi parler de cette jalousie institutionnelle que vous observez. Si vous êtes trop proche de quelqu'un, un surveillant ou un autre esclave peut vous dénoncer. Pas forcément par méchanceté, par peur. Chaque lien affectif est un risque, une faiblesse exploitable. Dans certaines maisons, on interdit même aux esclaves de se parler hors des heures de service. Autant dire que chuchoter un « tu m'as manqué » devient une épreuve olympique. La sexualité? Sujet délicat. Certains maîtres considèrent leur personnel comme un buffet sans couvert. Il n'est pas rare qu'un ou une esclave soit convoqué pour se tenir compagnie à un invité. On vous lave, vous parfume, vous habille et vous envoie sourire. Même si l'envie vous manque. Surtout si elle vous manque. Les lois romaines ne reconnaissent pas le viol d'un esclave. L'esclave n'a pas d'intégrité juridique, pas de plainte possible, pas de consentement requis. Voilà une vérité nue comme votre corps certains soirs. Mais vous vous accrochez encore à ce souvenir fugace. Dacia, qui vous a tendu une grenade avec un sourire en coin. Dacia, qui vous a appris un mot en sabin que vous répétez parfois pour vous rassurer. Vous ne l'oublierez pas. C'est peut-être là votre seul luxe. Il existe des histoires d'affranchis qui se sont retrouvés après des années. Deux anciens esclaves, mariés sous la République, qui auraient racheté ensemble une échoppe de pain. C'est mignon. Peut-être romantique, peut-être inventé. Mais c'est le genre de fiction que vous répétez dans votre tête quand la réalité devient trop tranchante. Et puis, il y a ceux qui n'essaient même plus. Ils ont appris à effacer leurs élans, à ne plus regarder dans les yeux. Vous les reconnaissez à leur visage neutre, parfaitement lisse, comme si aimer leur coûtait trop cher. Il arrive parfois, en plein milieu d'une journée de corvée, que vous sentiez votre cœur battre un peu plus vite en croisant un regard. Juste un instant. Et puis, comme un clin d'œil de l'univers, ce moment vous rappelle que, malgré tout, vous êtes encore humain. Même si la loi vous classe dans la catégorie « chose », même si vos sentiments sont considérés comme un caprice inutile, même si aimer, dans votre monde, c'est un acte de rébellion silencieuse. Vous ne vous souvenez plus exactement de votre première faute. Était-ce un bol mal posé? Un mot de trop? Un regard mal interprété? En tout cas, elle est arrivée, et avec elle, la punition. Car dans la Rome antique, l'erreur n'est pas humaine. L'erreur est une occasion de montrer l'exemple. Et vous, malheureusement, êtes devenu un exemple. Ce jour-là, Lucius vous a demandé de servir un invité sénateur, du nom de Faustus, un homme dont la moustache mérite à elle seule un épisode. Vous avez trébuché, à peine, et une goutte de vin a frôlé sa tunique. Pas renversé, non. Juste humidifié. Assez pour déclencher un long silence suivi d'un « Ce genre d'incident ne peut pas être ignoré. » Vous avez été envoyé dans le jardin, sous le regard des autres esclaves. On vous a fait tenir une position inconfortable, bras levés pendant ce qui vous a semblé être 2 heures. Pas de coups, juste la douleur sourde et l'humiliation de servir de spectacle. Les Romains avaient toute une panoplie de châtiments dits pédagogiques. Des corrections rapides, tapes, coups de bâton, mais aussi des techniques plus inventives. Se tenir nu dans un couloir, porter une pancarte indiquant sa faute, être privé de nourriture,
de parole ou de sommeil. Une anecdote célèbre circule sur un esclave nommé Hermaïos qui aurait été puni pour avoir chanté faux. Son maître l'aurait forcé à passer une semaine à parler uniquement en chantant, ce qui a fini par rendre tout le monde fou, sauf Hermaïos, qui a fini musicien. Belle revanche. Mais la majorité des punitions sont moins pittoresques. Elles sont lentes, administratives, vous nettoyez 2 fois plus, on vous retire vos rares pauses, on vous assigne à des tâches dégradantes, vider les pots de chambre à la main, brosser les semelles des sandales, ou même tenir un miroir pendant des heures pour que la maîtresse vérifie si sa coiffure tient sous l'humidité. Les historiens se disputent encore pour savoir si les lois protégeaient réellement les esclaves des excès de violence. Officiellement, certaines règles existaient. Un maître ne pouvait pas tuer un esclave sans justification. Mais justification était un mot élastique. Perdre une coupe en verre soufflé? Suffisamment justifié? Répondre de travers? Justifié aussi? Être de mauvaise humeur? Eh bien, cela dépendait du statut du maître. Et puis, il y avait les châtiments collectifs. Quand personne ne voulait avouer une erreur, on punissait tout le monde. Une torche oubliée, 10 esclaves privés de nourriture, une porte mal fermée, 20 lignes à copier, à la main, avec une tige sur une tablette de cire, en latin correct. Et si vous écriviez mal, recommencez. On vous apprend vite à anticiper les humeurs, à décrypter les silences. Un froncement de sourcils devient un code. Un soupir signifie « ce n'est pas encore arrivé, mais prépare-toi à souffrir ». Vous devenez expert en météo émotionnelle. Une autre fois, vous êtes puni pour avoir regardé trop longtemps par la fenêtre. On vous envoie au sous-sol, pas pour y faire quelque chose en particulier, juste pour vous faire comprendre que vous avez regardé dehors, que vous avez peut-être pensé à la liberté, à un oiseau, à une brise, et ça, c'est déjà trop. Les autres esclaves vous évitent pendant quelques heures, par réflexe de survie. S'associer à un puni, c'est se rapprocher de la flamme. Mais il y a des gestes discrets. Un morceau de figue laissé près de votre coin. Un regard appuyé. Une main sur l'épaule. C'est tout ce que vous avez. Et c'est énorme. Certains maîtres aiment théâtraliser les sanctions. Lucius, par exemple, aime faire réciter l'erreur avant d'infliger la correction. « Qu'as-tu fait, Tégula ?» Et vous devez répondre, voix calme, « J'ai laissé tomber la coupe d'argent sur le sol de marbre. » Comme une liturgie. On dit même que certains maîtres prenaient des notes. Un carnet de fautes, un tableau d'honneur à l'envers, des points retirés, des marques gravées, une forme de comptabilité humaine. Mais tout cela, paradoxalement, crée aussi une sorte d'étrange solidarité entre esclaves. Vous reconnaissez les regards fatigués, les sourires forcés, les gestes silencieux. Vous apprenez à parler sans bruit, à transmettre une serviette sans qu'elle ne tombe, à refermer une porte sans qu'elle ne claque. Vous devenez une mécanique bien huilée, un peu trop bien huilée. Et parfois, quand vous êtes seul, vous vous rappelez que vous étiez autre chose. Avant, une personne entière. Pas une pièce d'un jeu dont vous ignorez les règles. Mais ici, vous jouez pour survivre. Et chaque faute est une case en arrière. Alors vous apprenez à ne pas trébucher, à deviner les désirs, à anticiper le mauvais temps dans l'esprit du maître. Vous devenez un baromètre humain, une carte météo des caprices. Et vous le faites avec le sourire. Parce que parfois, un sourire bien placé évite une gifle. Ou du moins, la retarde. Si vous espériez qu'avoir des compétences rares vous sortirait du pétrin, j'ai une mauvaise nouvelle. À Rome, même si vous êtes brillant, cultivé, talentueux, vous êtes toujours esclave. Simplement, vous portez une toge un peu plus propre pendant que vous servez le thé. On vous appelle désormais un esclave spécialisé. C'est presque flatteur. Vous savez lire et écrire, peut-être en grec ancien ou en latin littéraire. Vous avez appris à compter, à mesurer, à réciter de la poésie. Peut-être même que vous avez soigné des blessures,
ou conçu des plans pour une nouvelle fontaine? Bravo! Vous êtes maintenant ce qu'on appelle un servus urbanus illustri, littéralement, un esclave de prestige. Mais n'allez pas croire que cela vous confère un statut enviable. Ce n'est pas parce que vous enseignez la rhétorique aux enfants du maître que vous aurez le droit à une chambre, ou à un prénom, ou à une opinion. Les historiens se disputent encore pour savoir si les esclaves spécialisés étaient mieux traités ou simplement plus surveillés. Car un esclave qui pense est aussi un esclave qui peut comploter. Et ça, les maîtres s'en méfient. Il paraît qu'un certain Posidonius, esclave philosophe, a été forcé de débattre à voix haute avec lui-même pour amuser les invités lors d'un banquet. On l'appelait le Socrate de salon. Vous commencez à donner des leçons. On vous installe dans un petit coin du péristyle avec un tabouret, une tablette de cire et parfois un enfant ronchon à convaincre de réciter les lois des 12 tables. Vous devez rester patient, courtois, même quand le dit enfant vous lance de la bouillie ou tente de vous apprendre à lire à l'envers. Charmant. Et bien sûr, vous n'avez pas de salaire. Juste un peu plus de pain, parfois, et la satisfaction très relative d'être appelé utile. Un mot qui, dans la bouche d'un Romain, signifie à peu près « ce serait dommage de le vendre au marché aux bêtes, gardons-le ». Dans certains cas, on vous confie même des responsabilités. Vous gérez le budget de la cuisine, vous organisez le calendrier des bains, vous dressez la liste des invités. Mais attention, la moindre erreur est doublement punie, parce que vous êtes supposé savoir, parce que vous êtes l'intelligent. Une anecdote illustre bien cela. Un esclave médecin, très renommé, a un jour oublié de retirer une aiguille après une opération. Le patient a survécu, mais le maître, furieux, a ordonné que l'aiguille soit retirée sans anesthésie sur le médecin. Pédagogie inversée, dirait-on. Malgré tout, il y a une petite fierté qui naît en vous. Vous vous sentez moins effacé. Vous parlez avec des mots compliqués. Vous corrigez la prononciation du neveu du maître. Vous vous surprenez à sourire quand vous récitez Virgile par cœur. C'est un mirage, bien sûr, mais un mirage qui vous maintient debout. Et puis, parfois, vous êtes convoqué dans les salons. Pas pour servir à boire, non. Pour réciter. On vous demande de déclamer un passage de Sénèque ou d'improviser un poème sur la pluie. Vous vous exécutez. Le public applaudit poliment. On ne vous regarde pas. On regarde la prouesse. Vous êtes une boîte à musique cultivée. Les autres esclaves vous observent d'un œil mêlé de respect et de suspicion. Vous n'êtes plus vraiment des leurs, mais vous ne serez jamais vraiment des maîtres. Vous êtes entre les deux, dans une faille. Parfois, vous rêvez. Et si vous écriviez un livre? Et s'il était lu? Et si un jour, un maître vous affranchissait pour vos talents? Cela est arrivé, dit-on. Des scribes devenus secrétaires, des tuteurs devenus clients fidèles de leur ancien maître. Mais pour chaque histoire de ce genre, il y en a 10 autres qui finissent mal. Un mot trop haut, un poème mal compris, une jalousie mal gérée, et vous revoilà à frotter les mosaïques avec une brosse à dents en bronze. Et puis, même si vous étiez affranchi, vous resteriez affranchi. C'est un statut, une étiquette, un rappel constant de ce que vous étiez. Les fils de maître ne vous épouseront pas. Les marchands ne vous feront pas crédit. Les sénateurs vous ignoreront. Mais au fond, vous le savez. Vous n'êtes pas là pour briller. Vous êtes là pour instruire, soigner, réconforter, distraire, sans jamais devenir central. Vous êtes un feu de camp, utile, agréable, mais qu'on peut éteindre d'un coup de sandale. Alors vous continuez. Vous enseignez. Vous consolez un enfant malade. Vous écrivez des contes à la lumière d'une lampe à huile. Vous récitez Horace à la voix tremblante. Et parfois, juste parfois, vous vous autorisez à croire que ces mots vous appartiennent, que ces savoirs sont à vous, que votre esprit n'est pas totalement enchaîné, même si votre corps l'est encore. Il est 5 heures du matin et déjà la cuisine fume. Pas d'odeur de café ici, ce serait bien trop moderne. Non, ce que vous respirez, c'est un mélange de graisse rance, de lentilles en train de coller au fond d'un chaudron
et de sueur tiède. Votre journée commence, une fois de plus, les mains plongées dans la pâte et les cheveux imbibés d'humidité. Vous êtes affecté à la cuisine, pas pour la gloire, bien sûr, juste parce qu'un jour, vous avez dit que vous saviez allumer un feu. Depuis, vous cuisinez pour des gens qui ne savent même pas comment on coupe un navet. Et attention, à Rome, le navet a ses exigences. La cuisine romaine est un théâtre. Un banquet ne sert pas seulement à nourrir, il sert à impressionner, à afficher la richesse, à montrer qu'on peut faire venir du poivre d'Inde, des huîtres de Bretagne et du vin d'Afrique du Nord, le tout dans une même assiette. Vous êtes le marionnettiste invisible de ce cirque gustatif. Les historiens se disputent encore pour savoir si les esclaves cuisiniers étaient des artistes reconnus ou juste des machines à satisfaire des palais capricieux. Certains étaient renommés, paraît-il, des maîtres cuisiniers presque célèbres. D'autres, comme vous, restaient dans l'ombre du four, à espérer qu'on n'oublierait pas de leur jeter une bouchée entre deux services. La cuisine est une ruche sans fin. Vous courez, vous touillez, vous tranchez, vous vous brûlez. Et le pire, vous goûtez. Pas pour le plaisir, non. Pour vérifier. Être l'esclave cuisinier, c'est être aussi le goûteur officiel. Vous devez savoir si le foie d'oie farci au miel fermenté est acceptable ou s'il va empoisonner le consul invité ce soir. Oui, vraiment. Vous avez déjà eu une sueur froide après une bouchée suspecte. Résultat, 3 jours de vomissements et une tape dans le dos. Vous êtes vivant? Bravo. Une anecdote circule dans la maison. Un ancien cuisinier aurait préparé un plat si délicieux que le maître lui aurait accordé une journée de repos. Un jour, il aurait dormi dans la remise à amphore, en paix. Puis, dès le lendemain, il est tombé malade à force d'inactivité. Il est revenu en cuisine, en larmes de gratitude. Rome ne plaisante pas avec les pauses. La cuisine est aussi un terrain d'observation sociale. Vous entendez tout. Les maîtres parlent sans vous regarder. Vous en apprenez plus sur la politique, les dettes de famille et les trahisons conjugales en coupant des oignons qu'en lisant un rouleau de loi. Parfois, vous auriez envie de tout noter. Mais qui lirait les mémoires d'un esclave de cuisine? Et puis, il y a les petits gestes qui vous rappellent votre statut. Le pain pour les maîtres est levé, doré, tendre, celui des esclaves. Noir, dense, croquant comme une brique. Vous pourriez assommer un rat avec. En fait, vous l'avez déjà fait. Quand vient l'heure du repas, vous restez dans l'ombre. Vous entendez les rires, les rots, les commentaires sur le vin. On ne vous invite pas à la table. Vous êtes juste derrière le rideau, prêt à ajuster la température du plat ou à porter une jarre de sauce au garum, cette chose infâme faite de poissons fermentés. Une invention romaine dont même les esclaves se moquent. Mais attention, chaque détail compte. Un plat tiède, c'est votre faute. Un plat trop salé, encore vous. Un plat trop bon, eh bien, c'est suspect. Un jour, Lucius a suspecté un cuisinier d'avoir craché dans une sauce qu'il avait trouvée trop parfaite pour un esclave. Résultat, fouille complète de la cuisine, confiscation des épices et une semaine de surveillance renforcée. Et pourtant, vous trouvez une certaine paix ici. C'est chaud, c'est vivant. Vous parlez avec les autres esclaves, vous échangez des recettes, des astuces, vous riez parfois. Et dans le silence brûlant de la cuisson, il vous arrive d'oublier que vous êtes esclave. Vous êtes juste un cuisinier, jusqu'à ce qu'on vous appelle et que vous redeveniez ce que vous êtes. Vous vous souvenez de l'histoire de Dacia, partie à Ostie? Eh bien, l'autre jour, un marchand est venu dîner avec Lucius, et il avait un nouveau cuisinier. Une jeune femme au sourire familier. Elle n'a pas levé les yeux, mais elle a glissé au moment de servir les tranches de fromage au miel. La grenade est plus douce si on la coupe dans le sens du cœur. Une phrase qu'elle seule connaissait. Vous ne vous êtes pas retourné. Vous avez juste souri. Le genre de sourire qu'on fait dans la buée d'un chaudron, entre 2 bouffées de coriandre et une pincée d'espoir. Dans la cuisine, vous n'êtes pas libre. Mais parfois,
vous êtes utile. Et dans cette Rome dure, c'est presque un luxe. Alors vous continuez. À couper. À goûter. À survivre. Un goût amer en bouche. Mais c'est toujours mieux que rien. Parfois, dans la pénombre du soir, lorsque les lanternes sont éteintes et que les pas résonnent un peu moins dans les couloirs, une autre rumeur prend le relais. Pas celle des casseroles ou des ordres. Une rumeur plus ancienne, plus dangereuse aussi, celle de la révolte. Vous en avez entendu parler. Bien sûr, tout le monde en parle, du bout des lèvres, quand le maître est absent. Dans les cuisines, dans les écuries, dans les recoins sombres où les esclaves échangent autre chose que des ustensiles. Un nom revient toujours, Spartacus. Ah, Spartacus. Même si vous ne savez pas exactement ce qu'il a fait, les détails changent selon celui qui raconte. Vous savez une chose, il a osé. Ce gladiateur thrace, qui s'est levé un matin, a brisé ses chaînes et a entraîné des milliers d'esclaves dans une révolte contre Rome. Il aurait combattu avec un morceau de bois transformé en arme. Il aurait conquis des cités, défié des légions. Il aurait, pendant 2 ans, fait trembler l'Empire. Les historiens se disputent encore sur les motivations exactes de Spartacus. Était-il un libérateur des opprimés ou simplement un stratège opportuniste? Et surtout, voulait-il vraiment marcher sur Rome ou cherchait-il juste un passage pour fuir vers la mer? Peu importe. Dans les murmures de vos nuits d'esclaves, Spartacus est une étoile filante. Brève, incandescente et écrasée. Car la révolte, si elle fait rêver, finit souvent en cauchemar. Vous vous souvenez d'un vieux surveillant qui vous racontait que 6000 esclaves furent crucifiés le long de la Via Appia à la suite de cette rébellion. Une croix tous les 20 pas, sur des kilomètres. Le message était clair, ne recommencez pas. Une anecdote circule dans votre maison. Un esclave jardinier aurait tenté de fuir après avoir entendu parler d'une nouvelle armée d'affranchis dans le sud. Il a été repris, il ne revient pas dans les conversations, ni dans les jardins. Pourtant, l'idée persiste. Elle flotte dans l'air comme la fumée d'un feu éteint. Parfois, un regard suffit. Une pause prolongée dans un couloir. Un silence inhabituel. Des codes se tissent, pas pour la révolution, mais pour survivre à l'envie de frapper. Pour se rappeler que, oui, la révolte a existé. Certains esclaves rêvent en secret d'un départ vers les montagnes. D'autres évoquent des cités lointaines où l'on pourrait vivre sans maître. Des utopies, probablement. Mais qu'est-ce qu'un esclave sans utopie? Un caillou. Et puis, il y a ceux qui rient de tout ça, qui disent « Tu veux fuir? Vers quoi? Rome est partout. Rome est l'air, le sol, la mer. Tu peux fuir, mais tu fuiras dans un monde fait par Rome. Et elle te retrouvera. Toujours. Lucius, votre maître, lui, a fait installer une cloche dans la cour. Une grosse avec une corde. En cas de tentative de fuite, elle sonne et tous les esclaves doivent se rassembler. Une fois, elle a sonné parce qu'un chat avait renversé une amphore. Mais tout le monde s'est réuni, en silence, comme prévu. Vous n'avez jamais pensé sérieusement à vous rebeller, pas parce que vous manquez de courage, mais parce que vous savez que la liberté arrachée se paie cher, très cher, et rarement par celui qui la prend. Une nuit pourtant, alors que vous balayez l'atrium, vous avez vu un graffiti gravé dans la pierre presque effacée. Il disait « Spartacus fuit, mais son rêve reste ». Vous l'avez touché du doigt, juste un instant, avant de passer la brosse dessus, comme si de rien n'était. Dans les jours qui suivent, vous remarquez que certains vous observent différemment, comme si ce simple regard avait transmis quelque chose. Un écho, une vibration. Pas une révolte, mais une mémoire. Vous continuez à travailler, à porter, à servir. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Un fil invisible s'est tendu. Une corde discrète, reliée à des centaines d'autres,
dans des maisons, des domaines, des mines, et parfois, dans vos rêves, vous n'entendez plus la voix de Lucius. Vous entendez des tambours, des pas, et un nom, hurlé par une foule, Spartacus. Puis vous vous réveillez, et le jour recommence. Un matin, vous sentez quelque chose d'étrange. Pas une émotion, pas une intuition. Non, quelque chose de plus physique. Une lourdeur dans la poitrine, un frisson glacé dans la colonne, une douleur sourde dans le flanc. Ce n'est pas la fatigue habituelle, c'est autre chose. Vous êtes malade. Mais voilà le problème. Tomber malade quand on est esclave, ce n'est pas juste embêtant. Ce n'est pas l'occasion d'un jour de repos au lit avec une infusion et un bon rouleau de poèmes lyriques. Non, c'est un risque, une menace pour votre utilité. Et à Rome, l'inutilité est un luxe réservé aux sénateurs. Vous tentez d'ignorer les symptômes. Vous serrez les dents. Vous portez les amphores malgré la douleur. Vous récitez vos vers latins avec un sourire crispé. Mais la fièvre monte, et bientôt, quelqu'un le remarque. Un autre esclave qui vous chuchote « Fais attention, il t'observe ». Et en effet, il vous observe, pas par souci, par calcul. Les Romains avaient une approche très pragmatique de la médecine des esclaves. Si vous êtes jeune, robuste et que vous avez encore une valeur sur le marché, on appelle peut-être un médecin, mais pas Hippocrate, hein? Plutôt un guérisseur de coin de rue ou un autre esclave qui s'y connaît. Les historiens se disputent encore pour savoir si les familles riches investissaient vraiment dans les soins des esclaves ou si elles ne le faisaient que pour ceux jugés rentables. On a retrouvé des tablettes de comptes domestiques mentionnant des dépenses de traitement pour des esclaves et aussi des mentions inutiles remplacées. Dans votre cas, on vous isole. Pas dans une pièce confortable, non. Dans une remise à outils, un peu à l'écart de la cuisine. On vous tend une couverture, de l'eau, un vieux fruit. Un autre esclave vient, une fois par jour, vérifier si vous êtes toujours en vie. Une anecdote revient souvent, celle d'un esclave qui, en tombant malade, avait tenté de se faire passer pour mort pour ensuite s'échapper. Il a tenu 3 jours caché sous un chariot avant d'être retrouvé par un chien. Il aurait été renvoyé aux mines. On ne sait pas s'il a survécu plus d'1 semaine. Dans votre cachette, vous délirez. Vous rêvez de la mer, de montagnes, de votre famille, si elle est encore quelque part. Vous suez à grosses gouttes. Vous perdez la notion du temps. À un moment, vous croyez voir Dacia entrer et déposer un morceau de grenade à côté de vous. Ce n'est sans doute qu'un rêve ou un souvenir tenace. Quand un médecin finit par venir, c'est un vieil homme ronchon, probablement un affranchi. Il vous palpe, renifle, vous demande d'uriner dans une écuelle. Il goûte. Oui, vraiment. Puis il marmonne quelque chose sur un déséquilibre des humeurs et vous prescrit une décoction à base de vin, de fenouil et de bile de chèvre. Spoiler, ça ne fonctionne pas. Les jours passent, votre corps lutte. Vous somnolez. À un moment, vous entendez 2 esclaves discuter de votre sort dans le couloir. S'il ne va pas mieux d'ici demain, ils vont l'envoyer au domaine rural. Tu veux dire, pour y mourir, ou pour ne plus l'avoir sous les yeux? C'est pareil. La peur vous saisit. Pas de la mort, mais de disparaître sans trace. D'être emporté dans un chariot, jeté dans un champ, oublié comme un outil cassé. Alors vous vous forcez. Vous buvez. Vous respirez. Vous tentez de vous lever. Chaque pas est une épreuve, mais vous le faites. Et le lendemain, vous êtes là, devant la porte, vacillant mais debout. Un surveillant vous regarde, surpris. « Tu tiens debout? »« Oui, maître. »« Je peux servir. » Il hoche la tête. Ce n'est pas de la compassion, c'est de l'approbation industrielle, comme si une lampe qu'on pensait cassée s'allumait à nouveau. Utile, rebranché, vous retournez à vos tâches, doucement. Chaque mouvement est une lutte, mais vous êtes là. Et dans votre poche, un noyau de grenade séché
ramassé la veille près de votre couche. Vous ne savez pas d'où il vient, mais il est là, comme un talisman, un rappel. Vous êtes encore vivant. Et à Rome, pour un esclave, c'est déjà un miracle. Quand vous avez entendu ce mot pour la première fois, liberté, c'était dans la bouche de quelqu'un d'autre. Un affranchi, ancien esclave de la maison, aujourd'hui libre, enfin, à ce qu'il prétend. Il s'appelait Callistus, et il revenait parfois visiter la villa, bien habillé, un peu trop parfumé, avec des dents trop blanches pour être honnête. Il racontait qu'il avait été affranchi pour service exemplaire. Traduction. Il avait tenu 20 ans sans faillir, sans fuir, sans tomber malade au mauvais moment. En récompense, son ancien maître l'avait libéré, officiellement, parce que dans les faits, il revenait toujours ici, pour rendre service, pour montrer l'exemple, pour rappeler qu'il fallait obéir, peut-être qu'un jour, vous aussi. Mais voilà, cette liberté, elle vient avec des astérisques, des petits caractères qu'on oublie souvent de vous lire. Être affranchi à Rome, c'est comme être relâché dans un enclos plus grand. Vous devenez un libertus, techniquement libre, mais juridiquement attaché à votre ancien maître. Vous devez lui rendre des services, l'appeler patronus, et vous n'avez pas le droit d'occuper certaines fonctions. Le Sénat? Oublié. L'armée? Non plus. Le mariage avec une citoyenne romaine de bonne famille? Très drôle. Les historiens se disputent encore pour savoir si les affranchissements étaient des gestes sincères ou des investissements déguisés. Libérer un esclave compétent, c'était aussi s'assurer d'une fidélité éternelle, sans avoir à le nourrir ou l'héberger. Une forme d'externalisation affective avant l'heure. Vous commencez à y penser, de plus en plus souvent. Peut-être parce que votre corps fatigue, peut-être parce que les nuits sont plus longues. Vous vous surprenez à compter vos années de service, à imaginer le jour où Lucius vous regardera et dira « Tu as bien servi, tu es libre ». Mais attention, la liberté ne tombe pas du ciel, elle se gagne. Ou, plus souvent, elle s'achète. Certains esclaves mettent de côté, petit à petit, ce qu'on appelle leur péculium, une sorte d'argent de poche officieux, pas vraiment légal, mais toléré. Vous pourriez, un jour, offrir cette somme à votre maître en échange d'un acte d'affranchissement. Sauf que vous ne touchez pas vraiment de salaire, juste quelques pièces jetées ici ou là. Et chaque fois que vous pensez les mettre de côté, un événement survient. Une sandale à remplacer, une faveur à rendre, une punition injuste qui vous prive de tout. Une anecdote fameuse. Un esclave comédien du nom de Philémon aurait accumulé assez d'argent pour racheter sa liberté. Il l'aurait dépensé pour organiser un banquet en l'honneur de son maître. Résultat, le maître, touché, l'a affranchi, puis l'a engagé comme amuseur personnel, payé, en repas. Ironique, non, mais certains y arrivent et deviennent ce qu'on appelle des clients. Un mot charmant qui cache une réalité plus floue. Vous n'êtes plus esclave, mais vous continuez à servir. Vous vous tenez derrière la chaise du maître quand il reçoit. Vous le saluez dans la rue. Vous l'accompagnez au tribunal si besoin. Et surtout, vous lui êtes redevable. Ad vitam. Parfois, vous croisez Callistus. Il vous regarde avec un sourire mêlé de nostalgie et de pitié. Il vous tape dans le dos, vous glisse une pièce en coin. Il vous dit « Courage. Toi aussi, un jour. » Mais il ne vous aide pas vraiment. Il ne peut pas. Il ne veut pas. Il est coincé, lui aussi, entre deux mondes. Et pourtant, vous continuez à espérer. Vous imaginez ce jour. Vous portez dans votre poche quelques deniers gagnés ici et là. Vous ne les dépensez pas. Vous les caressez du bout des doigts, la nuit, comme un secret. Peut-être qu'un jour, le maître vous prendra à part. Peut-être qu'il reconnaîtra votre loyauté. Peut-être qu'il écrira votre nom sur un parchemin, suivi du mot magique « Liberatus ». Et ce jour-là, vous marcherez dans la rue sans collier. Vous lèverez les yeux. Vous respirerez un peu plus profondément.
Vous serez libre, enfin, en apparence. Mais pour l'instant, vous êtes encore là, en cuisine, en silence, les doigts noirs de suie, les rêves pleins de poussière. Vous êtes toujours esclave, mais plus pour toujours. Peut-être. C'est un matin pâle et tout semble silencieux, trop silencieux. Les pas dans les couloirs ont ralenti. Même les enfants ne crient pas. Une sorte de calme étrange flotte dans la maison. Vous êtes en train de balayer le sol du triclinium en pensant à tout et à rien, surtout à rien, c'est plus sûr, quand un surveillant vous tape doucement sur l'épaule. On a besoin de toi. Dehors. Vous vous redressez, les genoux craquants, et le suivez sans poser de questions. Ça ne se fait pas. Posez des questions. Pas à votre niveau. Dans la cour, un groupe d'hommes s'affaire autour d'un chariot. Dessus, plusieurs amphores, des caisses et une cage. Pas une cage pour un animal. Une cage pour un enfant. Vous comprenez, en un seul coup d'œil, ce que cela signifie. Un nouveau-né est né dans la maison, d'une esclave, et il est déjà en route pour être offert à un parent éloigné, ou vendu, ou confié à un temple. Vous ne savez pas. Vous ne saurez jamais. Vous ne saurez pas non plus s'il aura une meilleure vie, ou s'il finira comme vous, à frotter des dalles. Les historiens se disputent encore pour savoir si les enfants d'esclaves étaient systématiquement destinés à l'esclavage. En théorie, oui, partus sequitur ventrem, l'enfant suit la condition de la mère. Mais dans la pratique, certains maîtres les gardaient, d'autres les revendaient. Parfois, ils les affranchissaient, en vieillissant. Mais le plus souvent, ils devenaient simplement un rouage de plus. Vous pensez à Dacia. Peut-être qu'elle a eu un enfant. Peut-être qu'elle pense à vous. Peut-être qu'elle ne peut plus se le permettre. Vous déchargez les caisses du chariot. À l'intérieur, du linge, des jarres d'huile, des outils de jardinage. Rien de dangereux, rien de marquant, sauf cette sensation, tenace, de faire partie d'une boucle qui ne se ferme jamais. Un jour, vous aussi, vous partirez. Pas pour la liberté, pas pour la gloire, peut-être pour un domaine lointain, peut-être pour la tombe. Il n'y aura pas de monument, pas d'épitaphe. Votre nom, s'il est encore connu, sera effacé dès qu'un autre prendra votre place. Une anecdote étrange vous revient. Un esclave vieux, à moitié aveugle, aurait gravé son nom sous une dalle de cuisine. Personne ne l'a vu pendant des années. Puis, un tremblement de terre a déplacé la dalle. Le nom est réapparu. Simplement ça. Une signature. Une preuve que, oui, il avait existé. Vous avez envie de faire pareil. De laisser une trace, un mot, un geste, un petit graffiti derrière le comptoir. Quelque chose qui dirait « Moi aussi, j'ai été ici ». Mais vous n'avez pas d'outils, juste vos pensées et votre mémoire. Et elle déborde. Vous vous souvenez de vos débuts, de l'huile sur la peau au marché, du premier regard de Lucius, du prénom ridicule qu'il vous a donné. Vous vous souvenez de vos nuits sans sommeil, de la fièvre, du goût amer des décoctions. Vous vous souvenez du nom de chaque esclave croisé ici, de ceux qui ont disparu, de ceux qui sont restés. Et alors que le soleil monte au-dessus des tuiles rouges, vous balayez, encore. Vous respirez, encore. Vous servez, encore. Mais dans votre esprit, vous récitez autre chose. Un poème, un fragment, une promesse silencieuse. Car peut-être qu'un jour, quelqu'un racontera votre histoire, même si elle est ennuyeuse, même si elle endort, même si elle gratte là où ça fait mal. Car vous avez existé, et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Et maintenant, tout ralentit. Les pas s'estompent dans les couloirs de marbre. Les ombres s'allongent doucement sur les mosaïques froides. Vous êtes là, tranquille, le balai posé contre le mur, le souffle plus calme, les paupières plus lourdes. Vous avez survécu à tout ça, aux humiliations muettes, aux douleurs du corps, aux cicatrices invisibles. À la fin,
aux châtiments absurdes, aux nuits sans fin. Vous avez tout porté, et vous portez encore, mais plus légèrement. Dans ce demi-sommeil qui vous enveloppe maintenant, les souvenirs deviennent brume. Les chaînes deviennent floues. Les murs s'effacent. Le monde de Rome recule, centimètre par centimètre, dans la nuit. Ce n'est plus que murmure, que souffle, que silence doux. Et peut-être, juste peut-être, quelque part dans vos rêves, un bateau prend le large. Un marché s'endort, une cuisine s'éteint, et vous, vous flottez, enfin, le cœur apaisé, le dos détendu, la respiration longue et souple. Vous pouvez dormir maintenant. Oui, vraiment.